Et alors, on va commencer la soirée. D'abord, je vous remercie d'être venu par ces temps difficiles. Vous avez du courage, je vous remercie, je vous félicite. On va accueillir notre ami François-Paul Robin, qui nous a déjà fait plusieurs soirées. Oui, je me souviens sur les alicaments. Oui. C'était les aliments qui sont bons du point de vue utile, du point de vue de la santé. Oui. Voilà. Tu nous en as fait une autre sur la naturalité. Oui. Et puis une troisième sur un poète, Gaston Coutet. Oui, c'est juste. Parce qu'il s'intéresse, vous l'avez vu dans le programme, c'est un poète, c'est un écrivain aussi, et c'est un scientifique. Il cumule, voilà, oui. Plusieurs casquettes. Alors maintenant, je crois que j'ai tout dit. Il faut éteindre vos portables aussi, parce que ça serait dommage d'avoir des sonneries intempestives. Et puis, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vais passer la parole à François-Paul Robin. Bon, oui, merci beaucoup, André. Donc, c'est un peu occulté aussi. Oui, vraiment, il a improvisé comme ça. C'est là, il est formidable. Mais donc, voilà, on a de toute façon le temps, puisqu'on va parler de 4 milliards d'années. Donc, vous voyez, on peut prendre 5 minutes. C'est pas un problème. Donc, c'était un sujet tout à fait particulier, mais qui est d'une généralité que pas grand monde maîtrise, parce que en fait, la vie, on pense à la vie humaine, alors là c'est tout récent, mais en fait la vie est sur Terre depuis un paquet d'années, et probablement, retenez 4 milliards, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, à quelques millions près, hein, bien sûr. Donc, 4 milliards d'années, c'est pourquoi on l'a appelé une brève histoire de la vie, parce que je ne vais pas vous tenir pendant plus d'une demi-heure, une heure, disons, pour vous faire percevoir ce phénomène extraordinaire dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Donc, sous un angle, je vais présenter sous un angle particulier, parce que tout le monde sait que depuis Darwin, ce que c'est que l'évolution, et tout le monde sait aussi qu'après Darwin, le néo-darwinisme a mis en exergue plutôt ce qu'on appelle en anglais struggle for life, qui est la lutte pour la vie, la compétition. Et c'est ça qu'il faut oublier ce soir. C'est qu'on va essayer de montrer comment ce n'était qu'une aberration humaine, de considérer les choses du point de vue de la compétition, puisque même Darwin ne s'était pas dans son idée, que d'autres aussi, d'autres grands personnages de l'histoire après lui ont considéré plutôt que l'entraide était la condition de base de la vie. Donc c'est plutôt sous cet angle-là qu'on va le concevoir, et vous verrez que ça tient la route beaucoup mieux que la compétition. Quoique, il ne faut pas non plus supprimer la compétition. Voilà, au commencement, voilà ce que vous auriez eu comme si, vous me direz aujourd'hui, c'est pas, merci monsieur. Vous me direz vous me direz aujourd'hui, c'est pas très différent de ça, mais enfin, là c'était carrément du ciel orange dû à un certain nombre de gaz dans l'atmosphère. Merci. Et donc, la formation, là on est... la Terre, alors il y a deux, on n'a pas de chance en français, puisque le mot terre signifie deux choses différentes. C'est la terre par terre quand on bêche, et puis la terre qui est la planète. Malheureusement, le mot est le même. Alors quand on l'écrit, ça va mieux, parce qu'on peut mettre un T majuscule pour la planète, et la terre, la matière, un T minuscule.
Mais voilà, là on met la Terre avec un T majuscule, il s'agit de la planète, et qu'à la création de la planète, donc qui remonte à 4 milliards et demi d'années, voilà l'ambiance. Donc un corps gazeux, des volcans, des planètes qui s'entrechoquent, notamment une planète, alors X, parce qu'on n'était pas là pour le voir, une planète X qui vient perturber, mais une grosse planète probablement, qui vient perturber la Terre, entre en collision. Et là, il y a un morceau de la Terre qui s'en va, qui va se satelliser, et vous le connaissez par cœur, c'est la Lune. Donc la Lune est un morceau de Terre qui a été donc mise en orbite, à compter quand même qu'elle va, on verra qu'elle s'éloigne de la Terre chaque année de quelques centimètres, qui vont faire qu'un jour elle va échapper à l'attraction terrestre et elle va s'en aller. Je ne vous conseille pas d'être vivant à ce moment-là, parce que ça va faire des dégâts. On sait à tel point qu'on verra exactement tout ce qu'elle prenne, comment elle nous conditionne la vie. Donc, bien sûr, mystère des origines de la vie. On est sur la Terre, mais la Terre, c'est une masse rocheuse, volcanique, qui n'a pas encore d'eau, d'ailleurs, à ce niveau-là. L'eau va venir de l'atmosphère qui va se retrouver en liquéfié un peu plus tard. Et donc on a une aventure, est-ce une aventure unique dans le cosmos? Pour le moment, il faudra peut-être 500 millions d'années avant qu'on puisse parler des premières formes de la vie et encore. On va voir tout de suite que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une origine de la vie? Ben oui, je pense que même si on sait que le feu se développe avec la présence d'oxygène, les fleuves vont à la mer, ils y vont, on ne les pousse pas, quoi, ils y vont très naturellement par les conditions dans lesquelles ils évoluent, c'est-à-dire la gravité. Bon, donc vous voyez que la gravité peut faire beaucoup, par exemple, comme principe, peut faire beaucoup de déplacements inapparents. Je peux vous poser une question, là. Juste, oui. Elle existe depuis toujours, la gravité? Ah, la gravité existe toujours, elle est liée à la présence, à la planète. Oui, ça c'est clair. Mais par contre, l'atmosphère n'existe pas. L'atmosphère va se transformer. Mais la gravité, c'est une loi physique du cosmos, en fait, qui fait qu'on n'est pas la seule planète à tourner autour du Soleil, notamment. Donc, les principes de base, c'est ça, c'est quand même qu'il y a il y a le carbone qui est l'élément essentiel sur la Terre, et l'eau qui va venir de l'atmosphère, donc un solvant universel. L'eau, c'est magnifique, hein, on peut dire presque le soleil, ça serait Dieu, et le solvant, l'eau, ça serait la déesse. Voilà, on a besoin en fait, pour avoir la vie, on a au moins besoin du soleil, du carbone et de l'eau. Retenez ça, hein, trois choses fondamentales et indispensables. On verra comment elles vont s'associer. Donc à partir du moment où l'eau va se répandre à partir de l'atmosphère, des nuages, des petites on appelle ça des coacervas, c'est des petites unités, des bulles en fait, avec
des membranes qui vont héberger, protéger des éléments chimiques dont l'association pourrait être à l'origine d'une certaine forme de vie, mais on n'en est qu'à la chimie, on n'en est qu'aux associations de chimie. Mais le fait est que c'est un principe qu'on va voir se développer, c'est que c'est dans des bulles que se développe la vie d'une façon générale, protégée de l'extérieur, de l'environnement dans lequel elle va se développer. Je suis venu en voiture, ma bulle. Donc tout le monde, depuis ce temps-là, le phénomène s'est généralisé. Et donc qu'est-ce que la vie finalement? On a tout intérêt à préciser tout de suite de quoi on parle. La vie, c'est ça, c'est un système qui évolue à l'intérieur en général d'une enveloppe qui consomme de l'énergie, qui est à base de carbone et d'eau, on l'a dit, qui est douée de croissance, mais qui est une capacité à s'auto-développer, à s'auto-reproduire. Et c'est ça le mystère, parce que c'est pas simplement une addition de produits chimiques, non, bien sûr. En assurant la permanence d'une mémoire biologique, tout le monde la connaît le nom de cette mémoire, elle s'appelle l'ADN. À l'époque, avant l'ADN, l'ARN, mais en gros, le principe est le même, c'est-à-dire qu'avec 4 lettres, la vie a écrit son langage. Et depuis, alors, est-ce que c'est depuis le début? Telle est la question. Mais voilà, une certaine définition, alors ça a toujours un peu intéressé, intrigué les hommes de chercher à savoir comment elle avait pu se constituer. Alors on verra sur la Terre ou hors de la Terre ou à partir de la Terre. Ça, il y a quand même encore quelques mystères. Mais en gros, Stanley Miller, qui était un chimiste américain, en 1953, avait essayé, en mettant dans une bulle en verre, évidemment, toujours, un milieu fermé, de développer des corps chimiques, une association de corps chimiques, et il est arrivé quand même à produire quelques briques du vivant. Donc, pas le vivant, rien de vivant, mais des briques. On va dire que le vivant se construit avec 21 briques, 21 sortes de briques, ce qu'on appelle les acides aminés, et qu'il est arrivé à en reproduire quelques-uns. Voilà pour ce qui est de l'alphabet de la mémoire, c'est l'ADN qui est ce langage avec 4 mots et qui donne toute l'histoire de la vie avec ces 4 mots seulement. Il a été découvert très récemment, finalement, en 1935, quelque chose comme ça, qu'il existait une structure hélicoïdale. Maintenant, ça fait partie du quotidien, de la connaissance scientifique de base, mais à l'époque, il y a eu une intuition de penser que la mémoire de la vie était hélicoïdale, et ça s'est avéré tout à fait vrai. Donc, voilà, 4 mots. Économie de moyens, en tout cas, c'est ça qui est une caractéristique de la vie. Hein. C'est toujours une économie de moyens. Et là, on le voit, puisque nous, on a quand même un alphabet de 26 lettres. Donc, pour la création de la vie, on en est réduit toujours aux hypothèses. Mais on a des preuves du début de la vie ou de forme très primitive qu'on situe vers 3
3 milliards et 800 millions d'années, où on commence à retrouver dans les roches calcaires, notamment, des incrustations qu'on appelle des fossiles. Et c'est à partir de ces fossiles qu'on en découvre tout le temps. On en découvre encore, on verra plus récemment, mais qui nous permettent de situer grâce au carbone 14, puisque c'est toujours dans le carbone qui est associé avec avec la pierre, le calcaire, que se développe ce genre d'incrustation. Donc, évidemment, on parlait de 4 milliards et demi de la Terre, souvenez-vous. On a dit que la Lune, c'est dans les 500 premiers millions qu'elle s'est créée, sans qu'on sache exactement, peut-être on en saura plus quand on pourra prélever, plus facilement sur la Lune qu'on l'a fait jusque-là. Et donc, on arrive à les premières preuves, 3 milliards 800 millions d'années, c'est les premiers témoignages qu'on a d'une sorte de vie primitive. Donc on peut penser, tout à l'heure on me demandait si l'origine était extraterrestre, terrestre ou avec des éléments venus du cosmos, on peut penser que entre 4 milliards et demi d'années et 3 milliards 800 000, il y a suffisamment de temps pour que des structures rudimentaires émergent sans qu'on puisse dire comment on passe de la chimie à la biologie. Ça reste le grand mystère. Comment des associations de molécules peuvent déboucher sur un système évolutif avec une mémoire. Enfin, c'est là les questions fondamentales que je ne prétends pas résoudre à votre place. On a suggéré donc que ces premiers éléments pouvaient être considérés comme des bactéries. Très vite, des bactéries très rudimentaires, pas les bactéries tout à fait qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, c'est pour ça qu'on les appelle les plus anciennes, les archéobactéries, mais c'était les structures les plus rudimentaires qu'on puisse trouver en incrustation, et qui, à vrai dire, sont toujours vivantes aujourd'hui. Et c'est ça qui est étonnant. Mais on cherche quand même toujours la première bactérie, ce qu'on appelle l'UCA, c'est-à-dire le Last Universal Cellular Ancestor, c'est-à-dire la cellule d'où le phénomène est parti. On en reste toujours aux hypothèses. Mais bactéries, là, on est dans le monde des bactéries, dans les 3 milliards, entre 3 et 4 milliards d'années. Voilà. On trouve aussi des incrustations, comme on le disait tout à l'heure, filamenteuses et tubulaires, qui sont pas du tout naturelles, et qui, naturelles au sens, c'est pas de la roche, et par conséquent, on peut penser aussi que ces filaments tubulaires, dits les stromatolites, étaient situés vers 3 milliards à 770 millions d'années, était déjà une preuve d'une vie rudimentaire sur la planète Terre. Comment on détermine le nombre d'années? Par la méthode du carbone 14, parce que ça permet de dater, pas très rigoureusement, mais ça permet de dater. Parce que comme ce sont des inclusions dans le calcaire, ça permet de dater les découvertes d'organismes ou d'empreintes.
Donc, on est dans le monde des bactéries, on est toujours dans le monde des bactéries qui vont évoluer et qui prospèrent encore de nos jours. Hein. Elles sont partout, on en a plein les doigts, on en a 2 kilos dans l'organisme. Vous voyez, c'est pas... 2 kilos. 2 kilos, oui, voilà. 2 kilos de bactéries dans l'organisme. Notamment dans l'intestin, beaucoup, mais il y en a plein la peau, il y en a les trous de nez, il y en a les oreilles, enfin il y en a partout. Et donc c'est pareil, en dehors de nous, c'est pareil sur la Terre, dans la Terre, etc. Enfin, c'est immense le monde des bactéries aujourd'hui, après 3 milliards et demi d'années. Donc elles se développent et elles vont se développer en 2 branches, curieusement. Une des bactéries qui ont des flagelles derrière, c'est une petite queue derrière, qui, quand elle se met en mouvement, va déclencher la progression, le mouvement donc, de la bactérie. Et puis d'autres qui sont sur... Comment? Comme le spermatozoïde. Oui, pareil, exactement. Mais là, ça serait qu'un symbole. Mais en fait, la deuxième type de bactérie qui va émerger dans cette période de 3 milliards et demi d'années, c'est une bactérie qui, elle, n'a pas ce système de mobilité et va, elle, trouver une autre astuce pour vivre et se développer sans bouger de place. Et là, c'est la... Comment? Les plantes, oui, c'est ça, c'est-à-dire la vie végétale, on va dire, elle. Donc, on voit déjà que c'est dans cette période que va s'orienter vie végétale et vie animale, puisque animal, c'est le mouvement par définition. Donc, tout ça est vivant, y compris des virus qui sont un peu des handicapés, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont l'astuce de vivre aux dépens, c'est un peu des parasites d'une certaine manière, de vivre aux dépens des cellules en faisant ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, c'est se reproduire. Ils n'ont pas eu cette faculté et donc ils vont la chercher en pénétrant dans les cellules et en les colonisant. C'est on connaît maintenant bien l'histoire des virus depuis l'affaire du Covid. Alors, voilà, on a une chimie qui va développer la plus grande invention de tous les temps dans les cellules végétales, qui, elles, ne peuvent pas se déplacer. Comment elles vont faire? Elles vont inventer, on peut dire, toujours un peu entre guillemets, mais inventer la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment la plus grande invention de tous les temps, on va se dire, parce que, imaginez-vous que avec du carbone, du CO2, du gaz carbonique, du soleil, de la lumière et de l'eau, elle peut se nourrir en faisant des glucides, des protéines. Et ce qu'on a, nous, on doit réaliser par une vie de travail, alors que la photosynthèse fait ça pour les produits. Donc, voilà les 2 grandes orientations qui vont, puis on va voir qu'il y a une évolution. Dans cette évolution, il y a une invention permanente avec des tas, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour le chemin qu'a suivi la vie, parce qu'avec des tas d'essais qui ratent ou qui n'aboutissent pas, nous on voit que le cohérent dans cette histoire. Mais Dieu sait qu'il y a probablement beaucoup d'échecs dans les tentatives d'évolution de la vie. Donc voilà la photosynthèse, comment en tout cas, à partir d'éléments chimiques, on va faire vivre un individu, une bactérie. Et ça c'est
de miracle. Parce que ça donne une autonomie à la plante. Si nous, on savait faire ça, avec nos développements scientifiques, on ne sait toujours pas faire ce que fait la plante. Il m'arrive de dire que l'homme n'est pas plus intelligent qu'une feuille. Ben non, une feuille d'arbre. Moins intelligent, puisque on n'arrive pas à développer, ça serait l'idéal pour moi. Mais on n'arrive pas à développer ce système qui est pourtant formidable et simple. Simple, mais pas d'un point de vue chimique, bien sûr. Voilà, la chlorophylle, c'est une molécule qu'on connaît très bien, mais dont on n'arrive pas à... nous, on fait des panneaux solaires. Voilà. Alors, je ne vous dis pas les déchets après, mais la chlorophylle, les feuilletons, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire la terre. De la terre. Donc, les feuilles s'accumulent. Tout ce qui est terre sur la terre, c'est bien entendu des résidus de feuilles, de végétaux, notamment, et puis aussi là où il rajoute son lot. Donc, sachez bien qu'au départ, on en est toujours là, d'ailleurs, à 3 milliards d'années, la Terre n'est qu'une masse de roches. Hein. Mais à partir du moment où se développe la vie végétale, elle va quand même se compléter par un sol. Donc, qui est au fond une succession de déchets, et qui d'ailleurs augmente probablement depuis 4 milliards d'années le volume de la Terre de façon conséquente. Donc, pourquoi atmosphère? L'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, disons, on va parler du ciel bleu, hein, même si ce n'est pas d'actualité. Donc, le ciel est bleu parce que il est aussi rempli d'oxygène. L'atmosphère est remplie d'oxygène. Et l'oxygène, il faut le savoir, c'est le poison le plus toxique qu'on connaisse. C'est pas du tout, il se trouve que nous on est adaptés à ce poison dans une courte, dans un créneau assez étroit et relativement bien défini. Si on augmente l'oxygène qu'on respire, on y reste. Si on n'en a pas assez, on y reste aussi. Donc vous voyez qu'on vit dans un créneau d'oxygène où on s'est développé, c'est pas un hasard non plus, on s'est développé à l'intérieur de ce créneau, donc on est adapté à ce créneau, mais si les conditions changeaient, ça pourrait devenir catastrophique. Mais au fond, quand on dit la planète bleue, c'est aussi par l'eau et l'oxygène qui s'associent dans son atmosphère. Donc ça, c'est venu avec l'oxygène, on l'a dit, c'est le déchet des plantes aussi. L'oxygène, c'est gaz carbonique plus soleil plus eau, elle casse l'eau et on arrive à de l'oxygène comme déchet. Le déchet de la plante, c'est de l'oxygène. Mais là, il y a eu tellement de développement de la plante que l'oxygène a envahi toute l'atmosphère. Donc, vous voyez que... Oui. Oui, et que devient l'hydrogène de l'eau, puisque l'eau est décomposée? Eh bien, Il est 2 fois plus nombreux. Non, parce que l'hydrogène se combine avec le carbone du gaz carbonique. Ok. Donc, souvenez-vous, et ça va déterminer les glucides, les lipides et les protéines. Hein, donc, voyez-vous que ça sert à la plante à définir son alimentation, à générer son alimentation. Donc, la cellule, on a des microbes, pour le moment toujours, on est dans 3 milliards d'années, et puis on arrive dans le cadre d'1 milliard d'années où la cellule, qui est le microbe, va se développer, elle va se compléter d'un noyau déjà pour
pour protéger la mémoire. L'ADN est dans le noyau, n'oubliez pas. Donc on a des sophistications et une évolution qui va se développer petit à petit, parce que c'est vrai qu'on parle là, toujours en milliards d'années, et quand nous on voit qu'on fait un téléphone portable en 20 ans, en 30 ans, la nature est probablement plus inventive et plus rapide que nous. Donc, cellules animales, cellules végétales vont dans des directions différentes, mais grosso modo, il faut qu'elles assurent leur survie. Et donc, c'est un peu toujours quand même le même principe qui va perdurer. À peu près, l'ADN, je vous le disais, va s'encapsuler. On parle toujours d'encapsulation successive, n'oubliez pas. Une bulle de départ et des encapsulations successives, où finalement l'ADN va se loger. 1 mètre d'ADN dans chaque noyau, ça c'est un phénomène actuel, et cet ADN grandit, mais il est plié, il n'est pas plié régulièrement, il est un peu en stock, chiffonné, oui, mais ça n'empêche pas d'exprimer tout son potentiel par des dépliements au moment. Moi, au fond, vous voyez, la vie, c'est une succession de poupées gigognes, on pourrait, qui procèdent par emboîtement successif. Donc on a, pour le moment, on en est à la cellule, avec à l'intérieur un certain nombre d'organites, noyaux, mitochondries, qui lui servent pour l'énergie, etc., qui commencent à meubler l'intérieur de cette cellule. Mais on est toujours à la cellule unique, et cette cellule, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, pour se reproduire et se développer, quand elle devient trop grosse, elle se coupe en deux, c'est ce qu'on appelle la scissiparité. Elle se coupe en deux, et une cellule fait 2 cellules font 4, et ainsi de suite. C'est comme ça que la vie progresse à cette période. Évidemment, s'il y a un accident, un feu, admettons, ils n'ont pas encore de feu, forêt, un feu qui se développe, elles vont bien sûr être détruites, mais elles ne meurent pas naturellement. Il n'y a pas de mort naturelle à l'époque. C'est une invention qui va venir plus tard. On va le voir. Alors là, pour donner un exemple, vous voyez, là qui a été découverte assez récemment, en 2014, le Gaboniata, 2 milliards et quelques d'années, une créature un peu à la forme d'oreille et méduse, transparente, équipée d'un flotteur central. Et donc, c'est quelque chose qui se déplace et qui est donc appartenant à la branche animale, 2 à 6 cm. Vous voyez déjà, on est parti de 4 milliards, on est à 2 milliards. Donc se développe aussi dans les organismes animaux, des corps qui font être un peu comme des petits moteurs et qui parcourent certains chemins dans les muscles notamment. C'est toujours vrai. Quand un muscle se contracte, c'est que la myosine s'est déplacée dans la cellule, dans le muscle lui-même.
Voilà, le père cellule, c'est Virchow, parce que récemment, enfin en 1858, il a conçu que la vie s'organisait en cellules et qu'il a mis l'accent sur cet aspect, mais en constatant le fait que c'était des milliards de cellules. N'oubliez pas qu'on est à 14 milliards de cellules. Hein, donc ça a eu le temps de s'agglomérer et on va le voir à peu près dans le premier milliard d'années. Donc là, l'invention de la sexualité de la mort n'a pas toujours existé. Il ne faut pas croire. Nous, on est mortels, mais pourquoi on est mortels? Il y a une raison. Il y a une raison, c'est que la vie, d'ailleurs, j'ai commis un livre qui s'appelle « La mort, une chance pour la vie », c'est-à-dire la vie pas la nôtre, la vie en général, c'est qu'en éliminant les vieilles copies comme moi, on va pouvoir, par la sexualité, avoir de jeunes organismes qui vont donner des éléments nouveaux, apporter un progrès supposé, etc. Donc on voit bien que Eros et Thanatos sont toujours associés, mais qu'il y a une raison, c'est que la sexualité et la mort ont probablement été inventées dans les années, dans le 1,5 milliard d'années du temps des cellules, bien sûr. Parce qu'il faut déjà que les cellules meurent et se reproduisent. Et donc, c'est pas une donnée, là je pense que je vous surprends, mais que ce n'est pas une donnée d'origine. Donc, on passe aux êtres complexes, comme on le disait, on est 14 milliards de cellules, donc d'ailleurs qui sont tout à fait spécialisées, et les unes les autres, et elles vont commencer à s'agglutiner de telle manière qu'elles vont associer, et c'est là où on commence l'entraide, elles vont associer leurs compétences pour faire face aux difficultés que la vie rencontre, que ce soit surtout au niveau de l'environnement. Voilà, donc on a des organismes pluricellulaires qui vont s'associer pour faire croître la plante. Oui. Et c'est le principe, vous le savez sans doute, c'est le principe de l'arbre. De quoi? De l'arbre. Là, il faut aller contre la pesanteur, et donc on s'associe pour vaincre la pesanteur, aller chercher la lumière, et donc pouvoir se développer. Donc ça vous montre, ça vous donne un petit aperçu de la multiplication et de l'entraide que vont mettre plusieurs cellules pour développer. Les arbres, c'est jamais que c'est construit sur la mort des cellules. Au milieu de l'arbre, quand on coupe un arbre, tout ce qu'il y a au milieu, sont des cellules mortes. Mais c'est là-dessus que s'est appuyée la vie pour développer dans l'écorce la croissance de l'arbre. Alors, voilà un autre exemple, le siphonophore, pour être le plus grand animal vivant, jusqu'à 40 mètres de long, avec une association de cellules, vous voyez qu'au sein des profondeurs marines, il est luminescent, va
se développer les organismes qu'on connaît, qui ne sont absolument pas familiers, qu'on connaît, mais tout ce qu'on ne connaît pas est aussi très important. Ils existent encore, ceux-là? Oui, cela existe, oui, c'est une photo originale. Donc, alors, est-ce que toutes les cellules sont agglutinées et ont toutes la même fonction? Probablement pas. Il y a une spécialisation en même temps, vous voyez, là on est dans le premier milliard d'années, on est toujours dans la mer, la Terre n'est pas du tout colonisée encore, et sinon par les bactéries végétales, et voilà comment on trouve des organismes, là ici un animal, vous voyez l'empreinte à gauche qu'on trouve dans le calcaire, et donc qui permet de dire que cet animal est résulté d'un génial pliage, d'une invention qui lui est propre. Donc le Dickinsonia, l'ancêtre de l'animal, vous voyez des organismes très primitifs, photographie de la Lucigenia de Lars Ramscolt, qui est trouvé tout ça dans la mer, et qui sont, là on voit, se constituer un squelette dans pour un animal, et donc une association de cellules toujours. Donc arrive la colonisation de la Terre, avec la vie autre que bactérienne. Il y a on pense donc que la vie s'est développée au voisinage des sources thermiques, des sources chaudes dans la mer, et qu'elle s'est développée dans l'eau depuis le début. Et que là, il y a des organismes qui vont s'associer pour, on va dire, chlorophylliens végétaux et animaux, pour coloniser, grimper sur la Terre à partir de la mer. Comment? Les lichens. Vous connaissez tous des lichens, il y en a partout. Ils ont colonisé la Terre entière, et toute la planète. Ils le doivent à une association. Vous voyez qu'ils sont verts, la plupart. C'est parce qu'ils contiennent une algue qui s'est associée avec un champignon. Alors le champignon est une troisième espèce végétale, animale, champignon, qui assure le nettoyage ou aide à la vie végétale, voire animale, mais qui est une espèce, un monde un peu intermédiaire. On ne développera pas, sauf dans ce cas du lichen, parce que le fait que la photosynthèse s'associe avec le champignon, va lui donner la possibilité de se développer sur la planète, cette fois-ci, et sur la Terre, petit t. À cette époque-là, des plantes se développent aussi, vont se développer, commencer à se développer sur la Terre, petit t, sur la Terre, non, pardon, dans la Terre et sur la Terre, donc dans la Terre petit t et sur la Terre grand T, pour une suite, une fois que c'est une suite logique, presque une fois que les lichens se développent, vous avez remarqué que le lichen, ça tient, vous n'arrivez pas à le décoller avec les doigts, hein. Donc c'est le lichen contient l'acide le plus fort de la création, qui est l'acide sulfurique, et donc ça lui permet de s'accrocher dans la roche
de façon définitive, ou presque. Et donc, on a à partir de là un socle de végétal qui va les algues qui vont s'incruster sur la terre. Et sur ce socle végétal va se développer des mousses. Et puis sur les mousses vont se développer des fougères. Et les fougères les fougères arborescentes vont se développer à leur tour. On a comme ça une succession d'entraide pour que chacun puisse trouver sa place et son existence. Donc, fougères, les prêles, les cycas, et puis les arbres. Ça, c'était avant le ginkgo, mais après, il y a un arbre qui s'est développé dans cette période, qui s'appelle le palmier, d'abord, qui n'a pas de tronc, qui n'a pas encore inventé un tronc, et le ginkgo, qui est un arbre que vous connaissez maintenant, un arbre qu'on dit aux 40 écus, et qui, parce que les feuilles sont jaunes, magnifiques à l'automne, et c'est un arbre qui est composé d'un arbre mâle et d'un arbre femelle, ce qui ne se voit pratiquement pas dans d'autres circonstances. Tout ce qui nous entoure comme arbre va être inventé 75 millions d'années, alors que là, on est 450 millions. On est bien loin. Et là, donc, il y a un principe qui fait que le ginkgo, qui est toujours vivant, se développe en associant un élément femelle et un élément mâle, une espèce de petite prune pour l'élément femelle, et puis le principe mâle, et qui doivent se rencontrer dans la terre, au pied des arbres. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne se reproduit plus tout seul. Il faut le reproduire à partir de ce qu'on a retrouvé dans des vallées chinoises perdues. Mais c'est l'homme qui a, à partir de cette découverte, a multiplié les ginkgos, parce que comme tous les végétaux, ils peuvent se reproduire quand on les repique ou quand on les replante. Ils ont cette possibilité. Et donc, les pépiniéristes en ont balancé partout, à travers toute la planète. Donc c'est un arbre très important, très intéressant, donc, qui est un principe actif dont les laboratoires Beaufour ont fait leur chou gras en le vendant comme un aide-mémoire, voire un stimulant de la circulation cérébrale. Donc c'est pour dire, signalons au passage que la racine a résisté à Hiroshima, puisque les arbres ont repoussé après ces terribles bombardements. Donc l'hémoglobine, oui c'est intéressant l'hémoglobine, mais on s'est aperçu que finalement ça favorisait l'oxygénation du sang, et donc la vie animale, mais que la vie végétale avait le même principe. La chlorophylle et l'hémoglobine sont des cousins germains, au point de vue de structure. Mais l'hémoglobine est essentiellement développée à partir du fer, alors que dans le monde végétal, le magnésium est le principe actif le plus important. C'est une diversion. Voilà, donc l'évolution, vous voyez comment ça progresse avec les années qui s'accumulent, et comment, malgré toutes les circonstances, vous voyez, les changements climatiques beaucoup plus importants encore que tout ce qu'on vit, comment ça va se développer et comment ça va survivre surtout. Parce que le problème, c'est
c'est justement que la vie reste fragile et que elle va contre vents et marées persister des milliards d'années. Donc au total, si on additionne tout, 30 millions d'espèces. Aujourd'hui, bien sûr, on ne parle pas de la vie sans parler des dinosaures, qui ont été des géants, des animaux géants, mais dont la survie n'a pas été assurée par des conditions climatiques. On parle là aussi de traumatisme de la Terre par des météorites d'envergure qui auraient conduit à l'extinction de l'espèce. Aucune espèce, il faut dire, n'est, peut-être sauf les microbes, mais n'est franchement éternelle. Et nos ancêtres, les lémuriens, ne sont pas des ratons laveurs, hein, c'est des lémuriens. Et donc, quoique le raton laveur, ça pourrait être le cas aussi. Mais les lémuriens, ils se ressemblent assez bien. Les lémuriens, donc, sont nos ancêtres et vont dans les... ça c'est dans 70 millions d'années, vont donner, par évolution successive, conduire jusqu'à ce qu'on sait depuis Darwin, jusqu'aux singes, aux hommes plus primitifs, puis aux hommes en développement. On va voir ça maintenant. Donc voilà d'où on est issu. Mais vous voyez qu'il faut 70 millions d'années pour en arriver à fabriquer un homme. Alors là, la première femme plutôt, c'est Lucie. Et donc, vous en avez tous entendu parler. Vous voyez, elle est là représentée, ça doit être avec Vincent. Et donc, c'est donc la vie qui se fait verticale, qui devient verticale pour l'homme qui, jusque-là, marchait à quatre pattes, comme vous le savez. Et avec tout ça, il faut là... Lucie, on a trouvé, c'est en Afrique, sa trace vers le 2 millions, attendez que je dise pas de bêtises, 2 millions d'années. 2 millions d'années, c'est peu finalement. Est-ce que vous savez pourquoi on a donné ce nom à Lucie? Oui, les Beatles. Voilà. Lucy in the Sky. Et donc voilà, là on a la première stand-up, j'allais dire, station debout, et qui va se développer avec les outils, le mot Faber, et puis l'homme de Néandertal, et puis ensuite l'homme, donc notre espèce à la suite, donc sapiens. Tout sauf sapiens, à mon avis. Donc, avec en même temps des civilisations, la civilisation qui va se développer en fonction de la mémoire. Voilà l'évolution. C'est beau. Oui, oui, c'est le plus triste, hein, c'est qu'il y en a quand même un paquet d'obèses, hein, et que ça va en augmentant. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir avec qu'est-ce qu'un homme adulte? On le voit, c'est
quelqu'un qui vit et meurt et qui est obligé d'assurer sa nourriture par la chasse, cueillette, etc. ou bien maintenant par l'hypermarché. Donc, et donc pour ça, travailler jusqu'à la retraite. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'on a à voir finalement avec le végétal? Il faut voir que on s'est développé dans deux voies, c'est pour ça que je laisse un peu les champignons de côté, mais on s'est développé dans deux grandes voies qui sont l'animal et le végétal, mais qu'on est tout à fait complémentaires. C'est ça qui est incroyable, c'est que chaque branche a inventé ses propres solutions qui sont exactement complémentaires les unes des autres. Tout ce que rejette la plante, nous on en fait nos choux-gras. Tout ce que... donc l'oxygène, n'oubliez pas le grand déchet de la plante. Le gaz carbonique, c'est notre déchet, mais la plante, elle est heureuse avec ça. L'arbre, il assure sa survie par des feuilles exposées à la photosynthèse, exposées à l'extérieur, et nous, on ingère pour vivre. La sexualité, c'est pareil. Les fleurs, la sexualité des plantes. Et nous, la sexualité, elle est à l'intérieur du corps. Donc, c'est curieux, mais c'est à remarquer. Et pour la respiration, c'est aussi pareil. Donc, voilà comment vivent les organismes. Oui, ça c'était le végétal en nous, parce qu'on a probablement... je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, 15, avant que ça se sépare en deux grandes classes, végétale et animale, il y a un socle commun. Alors est-ce qu'il est c'est ça que j'ai voulu représenter dans une œuvre d'art un peu ancienne, qui est la plante et dans l'organisme. Non, c'est simplement quelques développements initiaux qui sont communs et qui sont... mais, je viens à l'essentiel aussi, c'est que si la plante n'existait pas, nous, on n'existerait pas non plus. Hein, il faut bien voir ça, c'est qu'on dépend des plantes pour tout. Autant la plante, avec cette invention géniale, la chlorophylle, est autonome, autant nous, on est dépendant des plantes. Donc, vous me direz, on mange de la viande. Ben oui, mais la viande, c'est quoi? C'est de l'herbe. Hein, les vaches, les chèvres, c'est les plantes. Elles mangent les plantes, elles grossissent, on les mange. Mais au départ, c'est quand même le végétal qui a assuré leur vie. Donc, et nous aussi. C'est pour ça que il faut comprendre que couper les arbres, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Hein, c'est tout ce qui est végétal est indispensable à notre vie. Le futur, ben, vous voyez, mais il y a un lapin fluorescent qui a été fait simplement génétiquement modifié. Il n'a pas vécu longtemps, le pauvre. Mais voilà, on peut, par des échanges de gènes, arriver à des résultats tout à fait surprenants. Et puis, plus sérieusement, il y a un petit organisme, un petit ver qu'on appelle Roscophasis, parce qu'il est à la région de Roscoff, on l'a trouvé là-bas. Un petit ver animal qui a intégré en lui le végétal de l'algue.
Et donc, il vit en autonomie grâce à l'algue qui est dans son corps. Grâce à la photosynthèse qu'elle lui permet de développer. Donc, il y a quelques... C'est rare. Les deux, on disait deux grandes branches. C'est rare qu'il y ait des amalgames comme celui-là, mais ça, tout est possible hein, avec la vie. Ça, faut le savoir. Oui, alors moi, c'est une plaisanterie, c'est-à-dire que toute espèce disparaît à un moment ou à l'autre. Et donc, les dinosaures, qui étaient bien plus imposants que nous, ont disparu. L'homme, toute espèce, parce que là, je ne l'ai pas matérialisé, mais les espèces se remplacent les unes les autres. Hein. Elles vivent un temps et après, alors combien de temps on a encore devant nous, c'est la bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Donc surtout au rythme où on y va, ça risque d'être peut-être un plus bref et voilà, donc des cycles vertueux qui se développent et vous voyez qu'on n'a pas parlé de lutte entre les espèces, mais plutôt de complémentarité. Et donc de dépendance aussi, malgré tout, hein, de l'homme vis-à-vis de l'animal d'une façon générale, vis-à-vis du végétal. Donc, quant au premier maillon de la vie, ça reste le mystère. Est-ce qu'il y a eu un premier maillon? Est-ce que c'est nécessaire? Ce sont des questions philosophiques, mais c'est sûr qu'on se développe en fonction de l'environnement, ce qu'on vient de comprendre il n'y a pas si longtemps, en fonction de l'environnement et qu'on s'adapte, que la faculté du vivant principale, c'est l'adaptation à son environnement, et qu'on a découvert récemment, par exemple, que l'ADN pouvait évoluer selon l'environnement qu'elle avait, par l'intermédiaire d'éléments qui peuvent se transmettre de génération en génération. Le végétal, bon, là c'est juste un exemple pour montrer, pour revenir aux champignons, puis dire que, vous voyez, que le socle de l'arbre qui pousse là se développe parce qu'il y a, on voit, l'herbe est un peu rare à cet endroit et s'est développée une population de champignons qui vont l'aider à lui apporter de l'azote pour ses racines. Il y a une interdépendance entre les espèces plutôt qu'une lutte entre elles. Il est évident que c'est vrai aussi après qu'il y a des plantes, je ne sais pas, par exemple le fameux poinsettia que vous avez à Noël avec des feuilles rouges, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi les feuilles sont rouges alors que celles du dessous sont vertes? Eh bien c'est parce que les jeunes feuilles initialement se développaient dans les sous-bois de forêt et que parce qu'elles ne recevaient pas assez de lumière, la chlorophylle ne pouvait pas se développer. Donc s'est développé un autre système qui est un pigment rouge au lieu d'un pigment vert. Et que votre fleuriste chez qui vous achetez à Noël, pendant un mois ou deux avant, quand elle pousse, la laisse complètement dans l'obscurité, pour qu'elle développe ses feuilles roses. Voilà. C'est un patrimoine inestimable, c'est clair. Et donc, on peut s'interroger, avant d'ouvrir le débat, sur c'est quand même stupéfiant, est-ce qu'il n'y a pas une intelligence à l'œuvre? Voilà. C'est vrai que l'intelligence est la mieux partagée des choses.
vous ne me contredirez pas avec le petit chien. Et donc, chacun à son niveau développe une intelligence, des fourmis ou autre, tout est à base d'intelligence. Et outre le carbone, comme on l'a dit, le soleil et l'eau. Mais sachez qu'aussi, tout ça n'aurait pas pu venir sans eau, sans l'eau, et que l'eau, c'est un truc qu'on connaît à peine. À peine. On sait que quand on a soif, il faut boire de l'eau, c'est tout. Grosso modo. Hein. Et donc, mais que l'eau a des propriétés, c'est magique. C'est magique. On est à 99%, on est une enveloppe qui est la peau, la nôtre, et dedans, il y a 99% de flotte. Il y a bien sûr des organes, mais c'est 99% de flotte. Le cerveau, c'est de la flotte, et tout. Et donc, ceux qui arrivent à démontrer, comme notre prix Nobel l'a fait, qu'il y a une mémoire de l'eau, dans l'eau, qui est une mémoire qui ne se voit absolument pas, qui est une mémoire par un phénomène électromagnétique, qui est transmissible à distance. Et on est fondé à dire qu'on n'en est que peut-être qu'au début de la connaissance de l'eau. En gros, ils ont démontré que c'est comme un disque dur d'ordinateur, que la mémoire de l'ADN d'une cellule, c'est dans l'eau, peut être reproduite à partir de l'eau, même où il n'y a plus du tout d'ADN dedans. C'est l'homéopathie, non? Comment? C'est pas l'homéopathie? Oui, c'est le principe de l'homéopathie, les dilutions complètes où on enlève tout principe actif, mais que l'eau est susceptible, peut-être que l'avenir, c'est ce genre de médecine où on boit un verre d'eau pour traiter les maladies. On ne sait pas. Voilà, donc le débat est ouvert et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez appris des choses, ça vous a interpellé, interrogé? Ça vous a semblé pas trop de l'arnaque? Non, c'était très bien impressionnant. Ben oui, mais c'est tellement surprenant. Quand on dit que la mort n'a pas toujours existé, on regarde comme ça, on dit non, mais c'est sûr. Ou qu'il y a une mémoire dans l'eau. Ah, voilà. Oui. Prix Nobel, et encore, on le qualifiait de gâteau. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions alors? Bon, on peut en poser une. Pour l'évolution, comme a expliqué, qu'on aboutit d'un côté une libellule, de l'autre côté un hippopotame. Image pour dire qu'il y a des dizaines de millions. Ah oui, mais ça c'est totalement prévisible. Les hasards de la nécessité, disait Jacques Monod. Ah oui. Non? Non, hasard, j'y crois pas. Non, il n'y a pas de hasard. Votre explication? Autre explication, c'est l'interaction, c'est ce que j'ai expliqué par l'interaction entre l'organisme et l'environnement. Et donc, pourquoi il y a des oiseaux et pourquoi nous on n'a pas d'ailes, pourquoi, voilà. Etc. Pas une image. Hein. Oui, voilà, mais la libellule, l'hippopotame, ils se sont trouvés dans des circonstances et dans des environnements qui ont fait l'hippopotame. Mais ça s'est pas fait par un coup de baguette magique. Hein. Comme on dit, là on parle de milliards d'années. De centaines de millions. Même 500 millions, même sur la vie sur la Terre, la
sur la planète et pas dans les océans, qui est beaucoup plus récent. Donc, même, on n'arrive pas à s'imaginer, c'est incommensurable. 500 millions d'années pour nous, ça représente rien. Mais il n'est pas mauvais que vous ayez dans la tête ce schéma de 4 milliards d'années, où on sait que finalement, si on prenait une année comme on les connaît, l'année 2024 par exemple, la vie commence le 1er janvier et vous arrivez au 31 décembre, là il y a l'homme qui commence à sortir. Vous voyez, pour vous donner une échelle raccrochée à des choses qu'on connaît. Donc l'homme vient les 5 dernières minutes, alors qu'on parlait de 2 millions d'années. Et depuis quand on a identifié que la référence de 4 milliards d'années, depuis quand Ah ben ça, on sait que la planète a 4 milliards et demi d'années. Et depuis quand on sait ça? Ah ben ça, on a quand même, ça c'est les physiciens qui ont on sait que le Big Bang c'est 15 milliards d'années, que la Terre, le Soleil, notre étoile, c'est 5 milliards d'années, que notre planète c'est 4 milliards d'années, et que le Soleil finira par s'éteindre comme toutes les étoiles. Donc il en a encore, non, ça doit être, attendez voir, ça doit être 5, il doit être à la moitié en gros de son existence, le Soleil. Et s'il s'éteint, la Terre va s'éteindre? Là, la Terre va s'éteindre. Ah ben c'est foutu, ouais. Là il reste un tas de cailloux. Hein. Oui. Puisque tout est lié au Soleil. La vie est liée au Soleil, on a dit à la lumière. Et donc on sait que le Soleil a encore, je crois que c'est 5 milliards d'années à brûler. On en est à la moitié. Et donc, oui, tout ça... alors, c'est pour ça que l'eau est tellement importante sur la Terre que quand les astronomes cherchent s'il n'y a pas une autre forme de vie quelque part dans l'univers, ils cherchent d'abord les planètes où il y a de l'eau. Mais ceci dit, ils se trompent peut-être parce qu'il y a peut-être d'autres formes de vie développées autrement que la nôtre. C'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à se projeter. C'est comme quand on regarde les nuages, on dit « Ah tiens, mais ça c'est la tête d'un loup, d'un chien. » Voilà, c'est puéril. Oui, donc ça vous donne une échelle de temps quand on vous parlera d'un phénomène ou d'une découverte, on peut se dire, ah ben, voilà, ça il y avait, c'est les bactéries, ou si on trouve un squelette et il y a 4 milliards d'années, c'est pas possible. Compte tenu de l'évolution de la vie, il y a forcément, ça peut être que des bactéries encore pas amalgamées. Ben merci François, ça vous laisse formidable. Ouais. Comme d'habitude. Ouais.